d'essayer d'apporter un petit peu de lumière, de clarté sur cet obscur objet du désir, cet astre sombre qu'est la coopération structurée permanente. Et c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite en structurant, en ordonnant mes pensées autour de 3 séries de considérations. Tout d'abord, rappeler brièvement ce que la CSP dans le traité sur l'Union européenne, même si ça relève davantage, l'exercice relève davantage de la médecine légale que du droit positif, voir ce qu'en ont fait les États à la fin de l'année dernière, 2017, et vous verrez qu'il y a une dérivée à l'origine assez importante. Et puis, troisièmement, essayer de tracer quelques perspectives en apportant quelques éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose. Mais avant de commencer, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la conception et à la rédaction de cette pièce de législation européenne qui, de mon point de vue, du point de vue du juriste que je suis, est une magnifique pièce de législation, quelque chose de très sophistiqué, dont j'ai pas peur de dire qui est d'une grande beauté, et qui est un peu au droit des traités, en tout cas au droit de la PSDC, ce que le mécanisme du tourbillon est à l'horlogerie de précision. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite, et je commencerai par dire qu'au commencement était le rêve. Ce rêve d'une autonomie stratégique européenne, vous voyez, on n'a rien inventé, qui a été murmuré par l'anglais Tony Blair et le français Jacques Chirac à Saint-Malo en 1998. Ce rêve d'une capacité autonome reposant sur des moyens militaires et civils crédibles pour faire de la gestion de crise à l'extérieur. Ce rêve, il a été repris en chœur par les États membres de l'Union à Helsinki en 1999. Il faut dire qu'ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. Et puis, il a été inscrit dans le marbre du traité de Lisbonne en 2007. Au fond, ce rêve, on peut le résumer en 4 mots. Plus jamais la Yougoslavie. C'est-à-dire plus jamais l'humiliation pour nous, Européens, d'avoir à quémander l'aide américaine pour mettre de l'ordre dans notre jardin quand des crises, directes ou indirectes, nous impactent. Voilà, c'est en gros le sens profond de ces 4 lettres qui forment l'acronyme mystérieux de PSDC, Politique de sécurité et de défense commune. Alors, une fois qu'on a dit qu'il fallait constituer une capacité autonome, la première question qui se pose évidemment, c'est de savoir comment on constitue cette capacité autonome, et c'est là qu'intervient la réponse qui est la coopération structurée permanente. Je vous propose de faire le tour de la question très rapidement en 5 étapes. La première, c'est de dire que si vous devez retenir une chose, si je devais résumer la coopération structurée permanente en 2 mots, je dirais que c'est un processus capacitaire. C'est un processus capacitaire qui était dans l'intention initiale des rédacteurs réservé à une avant-garde d'États membres, le tout dans un cadre intergouvernemental. Elle est constituée d'un ensemble d'engagements contraignants, et tout cela est à 100% compatible avec l'OTAN. Alors commençons par... mais attention, avant de commencer, je voudrais appeler votre attention sur le fait que les mots sont souvent trompeurs. Une coopération qui est à la fois structurée et permanente, ce n'est plus une coopération, c'est déjà le début de l'intégration. Donc commençons par le processus. Un processus, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un process qui vous amène d'un point A, l'absence de capacité autonome, à un point B, la capacité autonome de gestion de crise, tout ça dans un laps de temps qui est égal à la durée pendant laquelle les programmes d'équipement majeurs arrivent à terme. La preuve que c'est un processus, c'est qu'on peut le rejoindre en cours de route et qu'on peut aussi le quitter en cours de route. Attention, ça n'a rien à voir avec l'armée européenne, il n'en a jamais été question par les rédacteurs des traités. Tout au plus, c'est une étape vers la défense commune, terme qui figure dans le traité, mais qui n'est pas défini et dont on peut supposer qu'à la différence de la PSDC, elle aurait inclus un élément de défense du territoire européen. Deuxième chose, c'est réservé à une avant-garde. Une avant-garde, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. C'est quelque chose de très simple à comprendre. L'avant-garde, c'est tout simplement l'élément d'une armée qui ouvre la voie.
Alors, comme c'est quand même la partie la plus dangereuse de l'exercice, on demande aux volontaires de sortir du rang et s'assurer qu'on choisit parmi eux les plus capables. C'est-à-dire qu'on va choisir the willing and the able, ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Mais, et c'est ça qui est très important, ça n'a pas du tout l'idée d'exclure les autres. Le but du jeu, c'est quand même que tout le reste de la troupe, le gros des forces, mais aussi l'arrière-garde, empruntent le même chemin, mais à un rythme un peu différent. Troisième idée, c'est dans un cadre intergouvernemental. Quand on présente la CSP à Bruxelles, on dit qu'il y a deux niveaux de gouvernance. Il y a le niveau, bien sûr, du Conseil de l'Europe, qui est réservé au collège des États membres qui ont établi entre eux la CSP. Et ceux-là, évidemment, prennent leurs décisions à l'unanimité pour orienter le processus. Et puis, il y a le niveau des projets, et dans lequel on retrouve une gouvernance ad hoc, qu'on imagine assez facilement être celle qu'on a toujours connue, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, plus vous achetez d'équipements, plus vous avez de retours industriels et de droits de vote. C'est faire un peu bon compte, ou mauvais compte plutôt, de la gouvernance de l'AED, qui est quand même un rôle à jouer là-dedans, puisque à la fois elle est chargée de surveiller les engagements capacitaires et de conduire théoriquement les programmes d'armement. Et elle était censée prendre ses décisions à la majorité, c'est ce qui est écrit dans les statuts, mais en réalité, tout le monde le sait, elle prend ses décisions à l'unanimité. Et puis il y a aussi, on oublie toujours, le niveau supérieur qui est celui de la PSDC, qui est l'utilisation qu'on fait de la capacité. Parce que si on ne prend pas en compte cet étage, je sais bien que juridiquement c'est un peu différent, mais c'est comme dire qu'il n'y a pas d'interaction entre le cerveau et l'outil. On sait très bien que, évidemment, il y a une interaction entre l'usage qu'on fait de l'outil et puis le cerveau. Ces engagements sont contraignants. Bon, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est là où je dirais les concepteurs de la CSP ont eu un véritable trait de génie. Parce que ils ont tiré, il ne faut pas croire que la coopération en matière d'armement commence avec Madame Mogherini. Ça fait très très longtemps, elle a eu des succès comme le Jaguar, le Transal, elle a eu des échecs. Et ceux qui au tournant des années 2000 ont mis en place cette CSP ont eu l'idée géniale de dire il faut que ça soit global. Parce que si on fait que de la coopération industrielle, on ne va pas s'en sortir. Et donc, voilà. Alors, évidemment, il faut des capacités communes. C'est quand même l'idée de base. Il faut des tanks communs, des avions communs, des missiles communs. Parce que c'est là où on va vraiment gagner en efficacité. C'est là où on va gagner de l'argent, où on va avoir les mêmes pièces de rechange, les mêmes entraînements, les mêmes leçons, retours d'expérience, etc. Et des fois, le soutien, et c'est le cas en matière aéronautique, est beaucoup plus important que le coût d'acquisition de l'équipement. Mais pour avoir les mêmes capacités, il faut que les spécifications données aux industriels soient identiques, si possible. Et pour qu'elles soient identiques, il faut faire converger les processus de planification de défense, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Non seulement il faut les faire converger, mais il faut que ces processus reposent sur une programmation budgétaire, ce qu'en France on appelle la loi de programmation militaire, qui soit identique, parce que vous imaginez bien que si un État membre dit « Ah ben moi il me faut 73 avions », et puis l'année d'après il revient en disant « Bah plus que 60 », et puis 3 ans plus tard plus que 50, tout ça, ça bouleverse quand même le processus et l'équilibre du programme. Il vous faut aussi un architecte, si possible unique, un conducteur du programme, qui soit capable de disséminer sur l'ensemble des projets le poison du juste retour dont on ne peut pas faire l'économie. Comme disait, je crois que c'est Paracels, il disait, dans le poison, c'est la dose qui fait le poison. On ne peut pas y échapper, mais on peut au moins essayer de le gérer globalement comme on le fait dans l'OCAR. Et puis, une fois que vous avez la capacité, eh bien, il faut encore être capable de l'entraîner, de la préparer opérationnellement. Attention, ce n'est pas les opérations, c'est la préparation opérationnelle, c'est-à-dire de s'assurer qu'elle fonctionne, qu'elle est interopérable, qu'elle est entraînée, qu'elle a une doctrine, qu'elle a les mêmes concepts d'emploi, etc., etc., y compris en spécialisant les forces si c'est nécessaire, c'est écrit dans le traité, y compris en modifiant les processus de décision politique, si nécessaire, c'est dans le traité aussi. Ce sont deux marqueurs de l'intégration. Si vous êtes capable de faire tout ça, qui est écrit dans le traité à l'article 2 du protocole numéro 10, eh bien alors vous êtes capable de construire cette capacité autonome, à condition d'avoir encore à côté un tiers de confiance qui surveille le respect par les uns et les autres des engagements et qui conduise les programmes d'armement.
Dernier élément, c'est compatible à 100% avec l'OTAN, c'est quand même pas compliqué à comprendre, même le parlementaire européen britannique le plus obtus devrait y arriver. La PSDC, c'est de la gestion de crise en dehors de l'Europe, sans les Américains. L'OTAN, c'est de la défense collective au sein d'une alliance nucléaire, pour protéger le territoire de l'Alliance avec les Américains. Il y a a priori très peu de chances de recouvrement, et la preuve par A plus B que c'est compatible, c'est que ça a été quand même approuvé par le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté dès le début et jusqu'en 2007. Si je devais résumer, comme les images valent plus que 1000 mots, la CSP par une image, je vous propose celle d'un chantier naval, parce que coopération structurée, elle est structurée et donc structurante. C'est la forme d'un chantier naval qui va pouvoir donner naissance à des outils que pouvait être la PSDC ou, dans un deuxième temps, la défense commune. Et la preuve que ce n'est pas qu'une construction intellectuelle, c'est qu'il y a une forme de CSP qui marche depuis 60 ans, qui est les accords Benassam, Belgique, Néderlande, dans le domaine de la marine militaire, et qui permet à ces deux pays qui font pourtant de très peu d'efforts en matière de défense, puisqu'ils sont en dessous de 1% du PIB, d'avoir des frégates de haute mer et des chasseurs de mines. Donc ça peut marcher. La situation actuelle, deuxièmement, écoutez, on ne va pas se mentir, c'est plutôt mal parti. Première désillusion sur l'aspect processus capacitaire, c'est le poison de la modularité. La modularité, ça consiste à dire que chacun fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, dans le but qu'il veut. Donc on perd la notion d'objectif du processus capacitaire. La CSP devient, et le mot est très important, il a été prononcé à de multiples reprises dans tous les documents, un cadre de coopération. Alors un cadre, comme par définition, c'est quelque chose qui entoure quelque chose d'autre, comme le cadre d'une photo. Donc s'il s'agit d'être sur la photo, tout le monde veut être sur la photo. Ça peut être aussi le rebord de la piscine. Donc là, on les voit barboter dans la piscine, selon les affinités, qui fait un match de volleyball, qui fait un match de water polo plutôt. Et surtout, on essaie d'attirer les big boys qui sont restés en dehors en disant non mais venez quand même dans notre piscine parce que ça sera quand même plus chouette si vous venez. Du coup, les objectifs sont devenus flous, par un tour de passe-part législatif absolument magnifique, digne de Mandrake le magicien. On est passé de la relation CSP-PSDC à dire il faut que la CSP, en plus, remplisse le niveau d'ambition de l'Union. Alors, le niveau de l'ambition, il est composé depuis 2016 de 3 éléments. La PSDC, ouf, on est rassuré. Le renforcement des capacités des partenaires, ce qu'on appelle le capacity building, ça va, c'est pas encore trop éloigné de la PSDC. Et puis, surprise, la protection de l'Union et de ses citoyens. Alors ça, c'est une nouveauté. Alors c'est un fourre-tout où on trouve effectivement la liste détaillée de toutes les menaces à la mode, la cyber, les hybrides, y compris le trafic d'armes, le contre-terrorisme, etc., etc. Et non seulement ça, mais comme si ça ne suffisait pas, on dit, mais aussi, ça va servir pour renforcer le pilier européen de l'Alliance, et, comme on dit, mieux répondre aux demandes faites pour un meilleur partage du fardeau. Donc là, on est absolument terrifiés, et de fait, les projets partent à peu près dans tous les sens. Effectivement, il y a 17 projets. Sur les 17 projets, il n'y en a que 2 qui peuvent se raccrocher distinctement à la PSDC. Il y en a 6 ou 7 qui peuvent servir à peu près à tout, faire du soutien médical, de la formation, un hub logistique. Et puis, quand même, le plus beau, le plus gros, celui qui regroupe tous les États membres, les 25 à part l'Irlande, c'est le Military Mobility qui, disons-le clairement, est un projet OTAN. Il s'agit de permettre de faciliter le transfert des chars américains du port de Rotterdam jusqu'aux pays baltes et retour vers les bases italiennes en passant par l'Autriche. Bon, donc c'est bien, rien contre ça, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le plan d'origine. Deuxième élément, on avait dit ça doit être une avant-garde. Eh bien, c'est loupé, ils y sont tous, les 25, à l'exception des Britanniques, ça, ils sortent, des Danois qui ne sont jamais rentrés, et de Malte qui n'en a rien à faire de la défense européenne. En revanche, troisième élément, le cadre, lui, il reste absolument intergouvernemental. Pour ceux qui avaient encore des inquiétudes, il est bien marqué dans la lettre de notification que, surtout, soyez rassurés, la souveraineté nationale des États va rester intacte.
J'ai rien contre ça, mais ça va poser un petit problème de concilier le caractère intergouvernemental avec le caractère inclusif. Tout simplement parce que, c'est un secret pour personne, il y a dans la construction européenne un triangle d'incompatibilité entre l'efficience, c'est-à-dire être en capacité de remplir la mission, entre l'intergouvernementalité, c'est-à-dire le fait de prendre ses décisions à l'unanimité, et l'inclusivité. Vous pouvez être deux à la fois, mais pas trois. L'idée de départ, c'était d'être efficient à quelques-uns, un peu comme dans les accords de Lancaster House avec le Combined Joint Expeditionary Force, on n'est que deux, comme ça au moins on est tranquille. Vous pouvez être inclusif et efficient, mais auquel cas vous faites une croix sur la prise de décision à l'unanimité. Et on peut avoir tout le monde à bord et rester unanime, et auquel cas, je vous laisse le soin d'apprécier si l'AED a été un succès depuis 14 ans. Posez-vous la question de savoir ce qui se passerait si elle disparaissait. Et le malheur, c'est que l'homme étant le seul animal à commettre deux fois la même erreur, on remet le couvert avec la CSP et donc on refait un petit peu un nouveau cadre de coopération. Les engagements, on s'en fait des gorges chaudes à Bruxelles, on dit ils sont legally binding, ils sont juridiquement contraignants, très bien, sauf qu'ils sont vagues. Les objectifs financiers, on nous resserre le plat froid de l'AED en 2007, c'est-à-dire qu'ils sont collectifs. Donc, c'est-à-dire qu'aucun État, véritablement, est responsable des engagements. Les processus de planification de défense, on va vous en parler, ils sont volontaires. La préparation des opérations opérationnelles, c'est un florilège de déclarations d'intention. Et puis, pour ce qui est de la participation au projet, là, ils ont passé la barre très très haut. Ils disent au moins un projet. Je suis surpris, je pense qu'ils auraient pu dire même pas du tout de projet, quoi, à ce stade. Bref, chacun fait ce qui lui plaît et c'est business as usual. Enfin, les frontières avec l'OTAN, à mon avis, deviennent floues. La CSP doit servir la construction d'un équipement qui va servir sur le territoire européen. Déjà, l'OTAN était devenue floue depuis le concept de Lisbonne en 2010, puisque c'était de la gestion de crise aussi. Alors tout va bien, c'est pragmatique, on coopère, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, pour les enfants de Descartes, dont je me revendique, tout ça, ça ressemble un peu quand même à de la bouillie pour les chats. Alors que c'était clair au début. Alors, les questions qui se posent, elles sont au nombre de 3. La première que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a des chances de marcher? Là, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est mal parti. Je vois 4 séries de problèmes. Le problème de direction. Vous avez cité les philosophes grecs. Permettez-moi de citer ce bon vieux Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Deuxième problème, c'est le problème de gouvernance. L'unanimité, j'y reviens pas. Il y a aussi des sanctions. Qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas les engagements? Alors on vous dit, vous pouvez être exclu. Bon, ça c'est la sanction nucléaire, personne n'utilisera. Mais il y a la peer pressure, la pression par les pairs. J'attends de voir, ça fait 6 mois que la CSP a été établie, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'un pays d'Europe centrale déclare qu'il va acheter ou qu'il veut acheter ou qu'il menace d'acheter des équipements américains. On va voir ce qui se passe, puisque c'est en violation des engagements 19 et 20 de développer la base industrielle de défense européenne. Il y a un problème de crédibilité, il ne vous aura pas échappé qu'aucun des projets structurants faits par les 2 leaders que sont l'Allemagne et la France nés dans la CSP, donc ni le drone MAL, ni le FCAS, ni l'avion de patrouille maritime. Alors moi, si j'étais à la base des autres, à un moment donné, je dirais, mais écoutez, c'est vraiment sérieux votre truc, parce que tout ce qui est important, vous le faites en dehors. Bon. Et puis, il y a plus grave, il y a un problème, je dirais, de mise en œuvre. Parce qu'il y a un décalage énorme entre les déclarations d'enthousiasme des autorités, qu'elles soient nationales ou européennes, et puis ce qui se passe dans la salle des machines des différents appareils étatiques, que ce soit par les militaires, les diplomates, les industriels. Il y a un double problème. D'abord, il y a un problème de compréhension. Personne ne sait vraiment à quoi ça sert. D'autant que les autorités supérieures ont perdu le nord magnétique de la PSDC. Et puis il y a aussi un problème d'appropriation, parce que pour tous ces gens-là, la coopération, c'est antinaturel. C'est quand même beaucoup plus compliqué de coopérer avec les autres. N'importe lequel des industriels vous dira par A plus B que c'est plus long, que c'est plus cher, que ça prend plus de temps, etc., etc. Donc si on veut
que ces gens-là coopèrent honnêtement et ne bloquent pas la machine, il faut les convaincre. Il ne faut pas les obliger, il faut les convaincre. Et ça, c'est difficile si soi-même on n'est pas convaincu. Deuxième question, est-ce que c'est grave si ça échoue? Là, je serai plus mesuré. Les optimistes ou ceux qui feignent de l'être disent plusieurs choses. Ils disent mais la CSP est un succès, la preuve, on a montré que les Européens étaient unis et par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe dehors, le plus important c'est de rester groupés. Et c'est vrai. Ils disent aussi, vous voyez bien, ça a une valeur essentiellement politique. Les Européens étaient inquiets, ils voulaient qu'on fasse quelque chose pour la défense. On le fait. Du reste, il en allait de la survie même du projet européen, parce que si l'Europe n'est pas capable de protéger, à la fin, on va se demander à quoi elle sert. Donc là, on avance, on est concret, on a 17 projets, 20 engagements, on est tous ensemble sur la photo, tout va bien. Troisièmement, la coopération permanente. De toute façon, si les États membres ont voulu se mettre sous le parapluie, dans la piscine de la coopération structurée, si ça leur fait plaisir, c'est pas grave, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que de toutes les façons, il y a plus de projets. Quatrième série d'arguments. Attendez, là, la première vague de projets, on a été un peu vite, c'est vrai, on a sorti des projets comme Essor qui étaient dans les tiroirs depuis longtemps, mais vous n'avez rien vu, vous allez voir la deuxième vague, il y aura la PESCO 2.0, et là, ça va être sérieux, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis enfin, il y a une dernière série d'arguments qui consiste à dire les objectifs ont changé, c'est vrai, mais il faut s'adapter aux menaces. On ne choisit pas sa menace, il faut toutes les traiter. On ne choisit pas ses outils, il faut tous les utiliser. Et puis les traiter, bon, voilà, ce qui compte, tout ça c'est politique, c'est l'interprétation qu'en font les États membres. Voilà. Deuxième série d'arguments pour ceux qui sont moins optimistes, dont clairement je fais partie. Consiste à dire, écoutez, votre unité, vous êtes bien gentil, mais enfin elle est factice et stérile. Stérile du reste parce que factice, vous êtes un peu dans la situation du cœur de l'opéra qui piétine, marchons, et puis qui reste sur place, quoi. Donc si c'est être groupé pour aller nulle part, c'est peut-être pas super intelligent. Deuxièmement, attention à la destruction de valeurs européennes, parce que vous avez créé une attente chez les citoyens européens, vous leur avez fait croire que vous faites la défense européenne, et qu'est-ce qui va se passer le jour où il faudra leur expliquer que c'est pas vrai, hein? Vous serez plus là, ou alors ceux qui seront encore là diront vous voyez bien, c'est la faute à l'Europe, on vous l'a toujours dit, ça marche pas, alors que c'est pas vrai, c'est la faute des États membres. L'Union n'a rien à faire là-dedans. Les États membres sont, comme on dit, dans le driver's seat, hein, c'est Member States Driven Initiative, et c'est pour ça qu'on pense que ça va réussir. Bon, moi je suis plus modéré. La coopération dont vous parlez est improductive et incohérente. Enfin, de quoi on parle? Dans les 17 projets, le plus important, c'est celui sur la military mobility. Du reste, c'est l'Union qui va mettre 6 milliards d'euros là-dessus, c'est même pas les États membres. On est quand même très très loin des 50 milliards d'euros de projets mis en portefeuille à l'OCCAR au tournant des années 2000, quand on a créé l'OCCAR, hein. La 400M à lui seul, à l'époque, c'était 20 milliards d'euros. Le Tigre, les FREM, c'est quand même autre chose. Quatrième série d'arguments, ne vous méprenez pas. Le succès de la CSP ne dépend pas du nombre de projets qu'on met dedans. C'est un processus capacitaire. Le succès, ça sera, est-ce que dans 10 ans, vous serez capable de délivrer la capacité ou pas? Voilà, donc il faut choisir les bons projets, pas en avoir 150. Et puis enfin, les temps ont changé, c'est vrai, il faut en tenir compte, mais pas les traiter. Alors vous ne pouvez pas dire d'un côté c'est sérieux parce que c'est legally binding, et puis de l'autre vous asseoir sur le droit. Moi je suis juriste, non, le droit c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas ici que je vais dire le contraire. Troisième et dernière question, que faudrait-il faire pour que ça marche? Parce qu'on va essayer quand même de terminer sur une note un peu plus constructive, on va dire. Je crois que, pour ma part, j'entrevois 3 axes d'effort. Le premier, c'est absolument de conserver l'élan politique. Il y a eu une considérable quantité d'énergie politique qui a été mise sur la table en 2016 en faveur de la défense européenne et qui a, je ne reviens pas dessus, vous connaissez tous les 4 cavaliers de l'Apocalypse et le petit sultan, mais ça a créé une énorme énergie. Le problème avec l'énergie, c'est que c'est difficile de la conserver et que 2018 n'est déjà plus 2016.
La chancelière allemande est considérablement affaiblie. L'Italie est à deux doigts de sombrer dans le chaos. On ne sait pas à l'heure qu'il est s'il y aura toujours un gouvernement espagnol ce soir. Et pour rien arranger, M. Trump a décidé de déclarer la guerre commerciale. Sans parler de 2019, dont on ne sait pas ce qui sortira des élections européennes, ni quelle majorité en sera. Donc il faut conserver cette énergie, c'est difficile, mais il y a des moyens. Ce qu'il nous faut, c'est des projets très rapidement, ce qu'on appelle des quick wins, des projets concrets. Il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais je voudrais en citer deux. C'est les avions ravitailleurs. Voilà. Donc les avions ravitailleurs, ça c'est un truc capacitaire, ils existent, ils sont sur le marché, et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont européens. Bon, je ne vais pas faire de la publicité pour qui que ce soit, mais vous voyez à quoi je me réfère. Alors, l'Allemagne a déjà décidé, avec la Norvège et d'autres, à 5 pays, d'acheter 8 avions MRTT, mais on est quand même très très loin du compte, quoi, hein. La lacune capacitaire pour remplir les objectifs d'Helsinki de 2010, enfin 2003 pour 2010, c'était 50 avions ravitailleurs. Donc si vous voulez faire quelque chose, si le but du jeu c'est vraiment de construire une capacité, faites ce que vous dites. Si vous croyez vraiment dans ce que vous dites, faites-le, achetez des avions ravitailleurs. Là vous allez rentrer la capacité pour tout le monde du reste, aussi bien pour la défense collective que pour la PSDC proprement dit. Deuxième exemple, c'est le SCAF. Le SCAF, c'est le système de combat aérien futur. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre l'avion de combat européen ou le drone de combat européen que les Français et les Allemands ont essayé de faire après avoir essayé avec les Anglais. Et là, je pense qu'il y a d'excellentes raisons pour ne pas commencer à une dizaine et de commencer à deux maximum, c'est très bien. Et puis le système de combat, c'est-à-dire ce qui relie les avions, les drones, les ravitailleurs, ce qui remplacera demain les AWACS, les missiles, les radars, les liaisons cryptées, etc. Et là, autant je crois que ça, c'est quelque chose dans lequel il faut mettre dans la PSDC, parce que sinon, ce sera le SCAF, tout simplement, du F-35. C'est-à-dire qu'on aura un beau projet OTAN, il existe déjà, c'est le Allied for Future Surveillance and Combat System, la FCS, et donc là, non seulement on aura les plateformes américaines, mais en plus on sera incapable de les faire voler si on n'est pas intégré dans l'armée américaine. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut faire. Deuxième axe d'effort, bien choisir les projets. Ça, c'est crucial, hein, encore Sénèque. Et pour ça, il faut une planification de défense européenne efficace, hein. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas déflorer le sujet de ma collègue, mais tout le monde le sait. Le processus de défense européen est déficient. Il est lacunaire, il n'y a pas de livre blanc, c'est-à-dire pas de traduction en termes militaires des objectifs politiques. L'articulation entre l'expression du besoin par le UMS et les réponses technologiques par l'AED se fait mal, chacun fait ses trucs dans son coin. C'est mon sentiment, je peux me tromper. Il n'y a pas de désignation des cibles par État. Enfin, tout ça est quand même à éclairer et à compléter. On est un peu dans la situation, si vous me permettez, où chaque État, comme la France, qui a une planification de défense, se mettent ensemble, ils disent tiens, on va faire un concert de jazz, et puis les Allemands se mettent dans leur coin et disent on va faire une belle symphonie de musique classique, et puis après ils se retrouvent en disant qu'est-ce qu'on fait ensemble. Bon, comprenez bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut commencer par l'Europe pour décliner ensuite ce qu'on veut faire ensemble. Troisième et dernier axe d'effort, dégager de l'argent. Hein. Toutes ces constructions intellectuelles, c'est bien, mais enfin, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet, et s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de capacité. Alors, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur les 2%, sur l'OTAN, etc. 2%, ce sont des problèmes d'équité pour ne pas avoir de passagers clandestins et accessoirement pour faire plaisir aux Américains. Mais si l'Estonie remplit ces 2%, c'est très bien, c'est très équitable, mais ça ne va pas changer la face de la défense européenne. Si on veut aller vite, si on veut être efficace, il faut aller directement à la masse critique. La masse critique, on ne va pas se le cacher, c'est l'Allemagne et la France. Ensemble, 52% des dépenses de défense. Si vous rajoutez l'Italie et l'Espagne, on est à 75%. Si vous rajoutez la Belgique et les Pays-Bas, on est à 80%. De tous les pays que je viens de citer, les seuls qui soient en capacité d'appuyer sur l'accélérateur budgétaire, ce sont les Allemands. Si l'Allemagne portait son effort de défense au même pourcentage du PIB que la France, c'est-à-dire à 1,8% actuellement, eh bien ça représenterait 20 milliards d'euros supplémentaires par an.
Bon, après avoir donné des leçons de rigueur à tout le monde, je pense qu'ils peuvent faire ce sacrifice, ce petit sacrifice, sur l'autel de l'unité européenne, plutôt que d'empiler l'État d'or. Ça servirait par exemple à acheter des ravitailleurs. Si l'Europe n'arrive pas à remettre en cause son système de planification de défense, parce que c'est trop tard, on est déjà dans les élections, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, là on est en gestion, il ne reste plus qu'une année, c'est très simple. Si vous voulez des éléments pour choisir les bons projets, c'est pas compliqué, vous avez qu'à regarder ce schéma. Les bons projets, ce sont ceux qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Et les projets qu'on n'arrive pas à faire tout seul, il y a deux drivers. Un, c'est ceux qui coûtent très cher, et deux, ce sont ceux pour lesquels le ratio recherche sur acquisition est très élevé. C'est-à-dire sur lesquels on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à produire des séries longues, à amortir les coûts de recherche et développement. Typiquement, vous faites un satellite de défense, c'est 90% de recherche et c'est 10% de matériel. Ma conclusion sera brève. En venant ici ce matin, je me suis remémoré une chanson que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est « Rendez-vous dans 10 ans », sur les marches de la place des grands hommes. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, rendez-vous ici dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Si la CSP aura échoué, ça ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la preuve qu'on ne peut pas construire la défense européenne dans un cadre intergouvernemental. Parce que ça, c'est ce qui a été fait de plus intelligent, de plus pertinent pour construire la défense tout en restant souverain. Si ça ne marche pas, c'est bien la preuve qu'il va falloir passer à autre chose. Je n'ose pas prononcer le mot tabou, mais vous le savez, enfin si je le prononce, c'est fédéral, voilà, parce qu'il faut trouver les voies et moyens d'exercer ensemble cette souveraineté dont les États membres se gargarisent tous les jours, mais qui ne sont plus en vérité capables d'exercer tout seuls. Peut-être que l'initiative européenne d'intervention, la E2I, comme on dit à Bruxelles, du président Macron, qui a été annoncée pas loin d'ici, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, peut commencer peut-être à être un début de réponse à cela. Je le souhaite en tout cas. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions.